Bonjour à tous. L'immobilier d'entreprise traverse une période difficile, mais pour autant, l'immobilier logistique échappe à cette situation. On va y voir à travers ce débat d'une heure environ avec vous. Pourquoi qu'est-ce qui explique cette situation particulière pour la logistique? Alors, autour de moi, des professionnels, des experts du secteur, avec Christophe Chauvard, qui est le directeur général de P3 Logistique Parc. Bonjour. Bonjour Christophe. Grégory Blouin, qui est le président de Virtuo. Bonjour. Pierre Philippot, qui est le président de Logicor, qui n'est pas avec nous, mais qui est en duplex, qui interviendra exactement comme s'il était autour de la table. Et John Baltet, qui est donc... bonjour Pierre. Et John Baltet, qui est le directeur marketing du groupe GSE. Bonjour. Et bien sûr, Benoît Chapin, que j'allais oublier, qui est donc le directeur du développement de Goodman France. Bonjour. Bonjour à tous. Déjà, dans un premier temps, je vais vous demander de bien vouloir présenter votre société très brièvement, une petite minute, en commençant peut-être par Grégory. Virtuo, c'est tout simplement une société qui est spécialisée dans le développement de plateformes logistiques sur tout le territoire français et une société franco-française. Voilà. Très bien, merci Grégory. Benoît, désolé. Donc Goodman est une société australienne qui est un promoteur investisseur spécialisé en immobilier d'entreprise et plus spécifiquement en immobilier logistique et qui est présent sur tous les continents du monde et qui a une équipe en Europe continentale à laquelle la France est rattachée. Merci Christophe. Bonjour, donc P3 Logistique Parc est un investisseur promoteur et gestionnaire d'actifs immobiliers pan-européen, détenu à 100% par GIC, qui est l'État souverain de Singapour. Un portefeuille de 6 millions de mètres carrés, une croissance importante par des investissements récents assez importants. Et notre métier aujourd'hui, c'est de faire à la fois des acquisitions, avec un target essentiellement par des portfolios et des grosses acquisitions, mais aussi du développement par des acquisitions foncières et des clés en main. Merci Pierre. Bonjour à tous. Logicor est né en 2012 et en 2020, Logicor est le premier propriétaire d'immobilier de logistique et de transport en France avec 3,2 millions de mètres carrés. Et en Europe, nous sommes basés à Londres et dans 19 pays avec 18 millions de mètres carrés et 800 entrepôts environ. Merci, et enfin John. Donc GSE Group, donc société française qui se spécialise donc dans la construction de bâtiments en démarrant par l'identification de foncier jusqu'à donc le design and build. Nous avons donc 450 collaborateurs à travers 8 pays, présents également en Chine. Nous faisons donc plusieurs types de bâtiments d'entreprise, surtout sur la logistique et un bâtiment industriel. Et nous sommes partie du groupe donc Goldbeck, basé en Allemagne, qui lui fait donc 6500 employés et donc très très fort avec 3 milliards de chiffre d'affaires. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je le disais en ouverture, la logistique, l'immobilier logistique ne connaît pas la crise, c'est le titre de cette émission. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce secteur de l'immobilier traverse une période avec un niveau de transactions tout à fait correct, traverse cette période plutôt mieux que les autres secteurs de l'immobilier ? Qui souhaite prendre la parole ? Benoît. Allez, je me lance. Non, je pense que l'immobilier logistique, par définition, est relié à la logistique. Et le domaine de la logistique a montré toute son importance pendant cette année 2020, qui a été marquée en France par 2 périodes de confinement. Donc, il a été très, très, très important que les gens puissent être livrés dans les produits qu'ils commandaient, que les magasins puissent être livrés des produits dont ils avaient besoin. Donc la logistique s'est montrée très résiliente et vraiment nécessaire pour l'ensemble de la société. Donc à ce titre-là, il y a eu des besoins d'immobilier très importants, des besoins court terme, des besoins long terme, des besoins pérennisés sur les activités existantes, notamment dans tout ce qui va concerner le e-commerce et tout ce qui va concerner la logistique alimentaire. Donc ce besoin. Donc pour vous, ça a été une bonne année, en fait, on peut dire ça ? Donc on peut dire que la logistique a été efficace et importante et
durant cette année de Covid. Donc, ce qui veut dire que nos clients ont beaucoup fonctionné, que ce soit les entreprises de e-commerce, que ce soit les entreprises de commerce alimentaire, que ce soit les prestataires logistiques. Donc, vous avez un grand client qui est Amazon, on peut le citer. Ça fait partie effectivement de nos clients. Oui. Et sur toutes ces activités-là, notamment le e-commerce, oui, il y a eu des besoins importants. Ce qui fait que quand nos clients vont bien ou sont très actifs, derrière, ils ont besoin d'outils, donc ils ont besoin de mètres carrés. Donc l'activité sur l'immobilier logistique a continué à perdurer de façon assez importante, peut-être contrairement à d'autres actifs d'immobilier. Oui. Grégory Blouin, même constat pour vous? Oui, même constat. Nous, on constate qu'actuellement, toutes les équipes sont débordées. On finit un peu, je ne vais pas dire l'année sur les rotules, mais pas loin. Et effectivement, on dit que l'immobilier logistique ne connaît pas la crise, mais la crise que nous traversons actuellement, je pense, a mis en exergue l'importance de la chaîne logistique et probablement générer de nouveaux besoins ou augmenter certaines activités, tout ce qui est lié au e-commerce, comme le disait Benoît. L'activité de distribution de colis, nous on voit une énorme demande et on voit que beaucoup de nos clients connaissent des croissances de plus 70, plus 100%, typiquement au mois de novembre par exemple sur les volumes de colis. Donc il y a de nouveaux besoins qui apparaissent. Et donc, effectivement, on peut considérer que la logistique aujourd'hui ne connaît pas la crise que d'autres secteurs effectivement de l'immobilier peuvent connaître. Pierre, pour Logicor, même constat? Oui, même constat. Pour compléter le propos, je dirais que la demande en 2020 a été très dynamique. Non seulement parce qu'il y a des tendances qui se sont accélérées, la crise est un accélérateur de tendances, notamment le phénomène de montée en puissance de l'e-commerce, mais aussi parce que la crise a généré des besoins spécifiques, augmentation des besoins en stockage de produits alimentaires, mais aussi augmentation des besoins pour servir des clients dans le domaine du stockage des produits de protection, des EPI, équipements de protection individuelle. De même que pour servir l'industrie pharmaceutique qui a eu des besoins supplémentaires. Et donc, on a vu chez Logicor des demandes qu'on a été capable et heureux de satisfaire sur des besoins ponctuels ou plus long terme, eux aussi spécifiquement liés à la crise. Donc, il y a eu ce double phénomène de maintien d'une forte activité. 2019 avait été une très bonne année et chez Logicor, le taux d'occupation est resté stable en 2020, ce qui est remarquable. Mais voilà, le Covid a apporté des besoins spécifiques qui expliquent aussi cette bonne tenue du marché cette année. Merci. Christophe? Oui, je pense que les points essentiels ont déjà été soulevés, mais dans immobilier logistique, vous avez deux mots. L'attrait déjà aujourd'hui sur l'immobilier, aujourd'hui c'est un afflux de capitaux. On voit bien qu'aujourd'hui c'est une valeur refuge et on en parlait préalablement à cet entretien ensemble, mais il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour le sous-jacent immobilier logistique. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les autres classes d'actifs souffrent par l'activité des bureaux, du commerce, de l'hôtellerie. Donc il y a un intérêt des investisseurs pour ce produit qui n'a jamais été marqué autant qu'aujourd'hui. Et puis surtout, la logistique, c'était quelque chose qu'on pouvait déjà anticiper avant cette crise. Beaucoup d'acteurs de la chaîne commerciale n'avaient pas entamé leur transformation digitale et donc l'action vers le e-commerce. Et on voit bien qu'il y avait un phénomène de rattrapage qui pouvait s'anticiper. Et donc mettre sous pression cet immobilier logistique dont on bénéficie tous actuellement au niveau de nos sociétés puisqu'on performe tous très bien. Mais en plus, le Covid, comme cela a été dit, a rajouté en plus une pression complémentaire sur la logistique puisqu'on s'est aperçu par le confinement, on ne pouvait pas se déplacer dans les magasins. Et donc beaucoup d'entreprises ont accéléré justement cette transformation vers l'e-commerce. Et aujourd'hui, on voit des chiffres colossaux de croissance d'acteurs de e-commerce majeurs avec qui on travaille ou de plus petits qui s'y sont mis. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout ce secteur est sous tension. C'est drôle de vous entendre parler de valeur refuge pour la logistique, parce que longtemps, l'immobilier logistique a été un peu le parent pauvre de l'immobilier d'entreprise. Et là, on a le sentiment que c'est un petit peu la revanche de l'immobilier logistique. Alors, je vais me tourner vers GSE maintenant, parce que GSE, donc vous êtes constructeur ensemblier.
J'imagine que quand les investisseurs, les promoteurs vont bien, vous allez bien aussi, vous. Tout à fait, généralement. En fait, sur ce phénomène de e-commerce, en fait, juste pour donner un peu quelques chiffres, en France, on était, avant la crise, donc autour de 8% du pourcentage du retail. Et avec le Covid, donc en premier confinement, ça a explosé, ça a quasiment allé jusqu'à 25%. Pour vous donner un peu quelques repères, en Angleterre, c'était déjà bien avancé à 17%, ça a monté jusqu'à 30%. En Allemagne, également de 8 ou 9 à 25%. Donc nous, on a ressenti chez nos clients donc, ce besoin effectivement sur la partie, donc la demande de la construction, surtout sur les bâtiments logistiques, à rester fort, on va dire. C'est-à-dire qu'on a quasiment pas vu de changement dans les commandes. Par contre, donc, on a quand même été un peu impacté, surtout sur la partie donc, des PME, sur les petites messageries, les petits bâtiments, où justement, eux, la confiance, par contre, a été mise en attente. Donc, on a vu une chute de ce côté-là. Dans l'ensemble, on voit un impact peut-être autour de 10 ou 15%, mais dans l'ensemble, tous les autres commandes sur la partie logistique sont plutôt forts et stables. Oui, très bien. Alors, déjà, je voudrais vous rappeler que vous pouvez poser des questions. Toutes les questions seront prises à la fin de cette émission et on les retransmettra donc aux intervenants pour qu'ils puissent vous répondre. C'était une période aussi où il y a eu pas mal de transactions, de cessions de portefeuille et d'acquisitions. Christophe Chauvard, avec Pétrole Logistique, vous avez fait réaliser des opérations assez spectaculaires. Après Maximus, il y a eu Matrix. Qu'est-ce qui explique un petit peu cette évolution, cette stratégie très offensive ? Déjà, je pense que notre actionnaire aujourd'hui a marqué un intérêt fort à consolider sa position en Europe pour de la logistique. Par l'acquisition de P3 fin 2016. Notre actionnaire nous supporte sur notre plan de croissance, à la fois sur des positions foncières partout en Europe, mais aussi sur des acquisitions avec une préférence des tailles majeures, des tickets d'entrée majeures. La culture de notre actionnaire aujourd'hui est de faire grossir très rapidement le portefeuille et on privilégie des acquisitions de taille. Comme vous l'avez souligné, Maximus fin 2019 et récemment 33 actifs détenus par un acteur du retail en Allemagne. Et on se positionne actuellement sur d'autres sujets pan-européens. Donc c'est un moyen pour nous de grossir. Je crois que d'autres acteurs qui sont autour de la table ont aussi procédé de la sorte. Mais je dirais l'agilité de notre métier fait qu'on peut à la fois faire du développement de terrain, donc faire notre métier de développeur, gérer notre portefeuille d'actifs qui grossit et se positionner sur des acquisitions et répondre surtout aux besoins de cette évolution de la supply chain. Parce qu'on parle aujourd'hui de différents types de produits, de taille critique, pour optimiser la gestion de ces immeubles, mais aussi dans l'acquisition d'un portefeuille plus massif, on optimise un petit peu le fonctionnement de tout cela et ça bénéficie à nos locataires. Pour qu'on comprenne bien, vous êtes Pétrole Logistic Park, à l'origine c'est une société tchèque qui aujourd'hui appartient au fonds souverain de... Le siège est basé à Prague, oui. Et aujourd'hui la société a été rachetée par GIC, qui est l'État souverain de Singapour, et nous avons une présence dans 12 pays européens. Avec le même mode de fonctionnement dans chaque pays européen et des équipes pluridisciplinaires. Et chaque pays a ses objectifs et ses résultats à produire. Et ça nous permet d'avoir un maillage pan-européen et donc de travailler avec nos 450 clients sur des problématiques de clé en main. On a cité des acteurs de l'e-commerce tout à l'heure, mais d'autres acteurs de la supply chain avec qui nous travaillons. Et l'ADN de P3 aujourd'hui, c'est l'esprit d'un développeur avec la rigueur de l'asset management. Très bien. Cette stratégie de croissance également chez Goodman ? Alors, chez Goodman, on n'est pas dans une course au volume. On privilégie plutôt la qualité sur ce que nous souhaitons faire, en mettant plutôt l'accent sur du développement et l'accompagnement de nos clients sur toute leur chaîne logistique, plutôt que des grosses acquisitions. Nous sommes assez exigeants dans ce que nous voulons faire. Nous nous recentrons aussi beaucoup sur la logistique plus proche des villes, plus urbaines. Donc si nous allons nous positionner sur des investissements, ça va plutôt être sur des friches ou sur des fonciers ou des bâtiments reconfigurés proches des villes. On ne va pas être dans cet esprit de vouloir grossir et de grossir rapidement. Encore une fois, on va être sur des choix qualitatifs et sur des accompagnements clients assez ciblés. Sur du blanc également ? Alors, aujourd'hui ? Nous avons fait très peu de blanc récemment, ça nous arrive ponctuellement, mais ce n'est pas des opérations que nous réalisons très régulièrement. Merci.
Pierre Philippot, Logicor, donc gestionnaire d'actifs. Moi, j'en étais resté à 620. Est-ce que je crois que ça a augmenté encore depuis ces derniers chiffres? Oui, nous avons poursuivi en 2019-2020 une stratégie d'acquisition assez régulière, en l'occurrence pas de gros portefeuilles, mais plutôt des acquisitions auprès de certains de nos clients qui, notamment dans le domaine de la prestation logistique, réalisent des opérations de sell and leaseback, qui décident de dégager du cash grâce à la vente d'actifs immobiliers logistiques pour le réallouer sur leur cœur de métier. Donc, comme Logicor a le souci d'être toujours très proche de ses clients, que ce soit avec des prestataires logistiques ou avec des chargeurs, des utilisateurs finaux, nous avons réalisé plusieurs opérations d'acquisition auprès d'eux qui nous ont permis de continuer à nous développer, soit en direct, soit de façon très adossée et conjointe avec un de nos principaux actionnaires, le fonds d'investissement Blackstone. Donc, comme je l'indiquais, nous sommes à peu près 800 entrepôts au total, soit détenus, soit gérés en Europe. Très bien. Ce sont 800 actifs logistiques. Et donc, il n'y a pas vous n'êtes pas dans une stratégie non plus de cession ou de renouvellement de bâtiments, d'arbitrage entre différents actifs. Très modérément. On est toujours plutôt acheteur, voire développeur. On le sera de plus en plus. Logicor rentre peu à peu sur ce marché du développement, jamais presque en blanc. Voilà, on continue cette stratégie de façon régulière et on n'est pas vendeur, sauf à la marge d'actifs qui ne sont pas dans notre cœur de métier, ou lorsqu'on achète un portefeuille, il arrive que certains actifs soient de qualité différente ou dans des localisations moins stratégiques pour Logicor. Et donc, on en vend quelques-uns. En France, on a vendu 2 actifs cette année, pour vous donner un ordre d'idée, sur plus de 170 bâtiments. Vous voyez, c'est tout à fait marginal. On est plutôt dans une phase de poursuite de notre croissance. Merci. Et enfin, Grégory Blouin. Donc, votre stratégie de développement, comment elle s'articule? Aujourd'hui, on a une double stratégie. Donc, on a une stratégie de lancement, d'opérations en blanc. Donc, actuellement, on a trois immeubles, un sur Lyon et 2 sur Marseille, qui sont en cours de développement en blanc. On vient d'annoncer... XPlog, c'est ça notamment un pour XPlog sur le port de Marseille. Et une autre stratégie qui consiste à développer les bâtiments clés en main pour des clients, et notamment d'identifier du foncier, ou surtout beaucoup aujourd'hui des bâtiments existants à raser, qui ne présenteraient plus les caractéristiques pour être reloués, et qui deviennent des friches industrielles. Et donc préparer les années à venir des bâtiments à développer et à mettre sur le marché pour répondre aux demandes de nos clients. La raréfaction du foncier, c'est un vrai problème pour vous aujourd'hui, notamment sur les zones prime? Oui. Très clairement. Je parlais de Lyon. Lyon, aujourd'hui, trouver du foncier sur Lyon, c'est très compliqué. Il faut s'éloigner de Lyon. Et on sent une tendance lourde, une tendance de fond aujourd'hui sur l'artificialisation zéro. Et donc on sent bien que c'est de plus en plus compliqué de développer du terrain, et d'où la stratégie de se positionner sur des friches industrielles, où là on redéveloppe, on ne consomme pas du foncier, mais on redéveloppe des actifs de dernière génération. J'aimerais bien dire qu'on a quand même une solution. Une part d'une solution, c'est effectivement donc de monter en hauteur. Oui. Et donc, nous sommes les premiers à avoir introduit donc, un bâtiment à 2 étages à Gennevilliers, qui est donc certifié BREEAM excellent. Et celui-là, donc... pour Ikea notamment. Voilà, donc en fait, je pense qu'on va voir cette tendance et ce besoin qui existe déjà en Asie. Donc vous avez par exemple, je pense, le Goodman Intralink à Hong Kong à 24 étages, donc c'est assez impressionnant. Et je pense que cette tendance due à cette pression donc justement foncière qui va faire en sorte que on va être obligé à se poser la question de... C'est la législation qui aujourd'hui l'empêche, c'est ça? C'est pas une question forcément de législation. Après, vous rentrez plutôt dans des situations, donc quelle est
le prix du mètre carré lorsqu'on commence à avoir un bâtiment à 2 étages. Après, il y a certaines questions techniques par rapport au poids et combien de tonnes est-ce qu'on peut tenir. Donc, on a besoin de réfléchir un tout petit peu sur l'aspect technique de ce bâtiment-là. Mais clairement, après, c'est une question de l'aspect visuel de ce bâtiment qui commence à monter en hauteur. Hier, on publiait la réalisation d'un entrepôt de 40 mètres de hauteur en Belgique. Ça ne serait pas possible en France, ça? Si, c'est possible. Enfin, il y a déjà quelques cas. En fait, ça dépend aussi de type de client et utilisateur derrière ça. C'est-à-dire que on peut aller rapidement sur du hauteur. Il y a des cas en France, on a des bâtiments à 40 mètres. Mais c'est surtout qu'est-ce que vous voulez aller mettre dans le bâtiment. Donc, si c'est des meubles, c'est plus simple avec des allées plus étroites pour aller en hauteur. C'est l'automatisation principalement. Tout à fait. Pardon, oui, Christophe. Vous parliez tout à l'heure de la pression foncière, donc la rareté du foncier. C'est vrai que P3 Logistic Park, en un an, a privilégié, bien évidemment, nous avons le souhait avec notre actionnaire d'acquérir des portefeuilles de taille importante. Mais après, il y a la réalité, qu'est-ce qu'offre le marché? Et la France est un marché qui est spécifique, sur lequel, effectivement, la croissance se fait énormément par le développement. Donc, je partage ce qui a été dit jusqu'à présent. Et P3 a sécurisé de 218 000 m² de GLA potentiel à construire, avec des projets qui vont démarrer, des clés en main qui sont déjà identifiées cette année. Et puis, on est sur aussi des acquisitions d'immeubles, parce que on est sur les tickets plus petits, des immeubles de 20 30 000 m², parce que c'est un marché mature. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'appétence pour cette immobilier logistique, mais le marché, il va pas grossir indéfiniment. Donc, le challenge, c'est comment se réinventer. Il a été évoqué des bâtiments grande hauteur, je le partage, mais on est sur un produit atypique. Et donc, est-ce que les investisseurs vont aller et accompagner cet utilisateur qui aura ce besoin? Et quel est le schéma d'investissement qui peut être adossé à ce risque? Parce qu'une fois que le locataire part, est-ce que ce bâtiment peut être utilisé? Il y a les contraintes environnementales et d'autorisation qui sont liées au bâtiment double niveau. Je sais que Virto avait œuvré sur le bâtiment de Gennevilliers pendant des années pour essayer d'obtenir de l'ADREAL la validité de cet immeuble. Et donc c'est un modèle aujourd'hui que tout le monde aimerait s'inspirer. Mais on voit que le contexte législatif ne suit pas aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est des pistes de valorisation possibles. On parle aussi de bâtiments qui sont plus intégrés à l'urbain. Et là aussi, on va dire, le contexte législatif fait que c'est compliqué d'aller se positionner sur un terrain et d'aller valoriser, faire tourner un bilan par le prix du foncier, mais aussi par les autorisations. C'est plus difficile aujourd'hui de requalifier une friche industrielle que de développer un terrain qui est moins compliqué. Et donc, aujourd'hui, on est face à des paradoxes. Ça coûte plus cher aussi, non? Ça coûte aussi plus cher, mais on sait faire. Je crois que l'ensemble des acteurs autour de la table savent travailler des reconfigurations de friches. On travaille 2 actuellement chez P3. Mais aujourd'hui, la difficulté pour obtenir ces autorisations, c'est compliqué. Il y a un certain nombre de barrières et de contextes législatifs qui ne permettent pas d'adosser ce sujet. Il y a des travaux actuellement chez Philog qui se font. Il y a beaucoup de lobbying. Mais cette logistique base arrière, un peu loin des capitales, et cette logistique du dernier kilomètre aujourd'hui, elle est encore à inventer par la pression foncière, justement, et la difficulté à trouver des fonciers. Benoît souhaitait s'exprimer. Oui, je pensais qu'effectivement, le sujet zéro artificialisation nette, qui devient très important et très prégnant, fait que des développements sur ce qu'on appelle des greenfields va être de moins en moins important. Donc ça va être de plus en plus sur des friches. Alors où on peut se retrouver sur des friches un peu éloignées des grands centres urbains, enfin des grandes villes. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes en train de construire un bâtiment de 70 000 m² à Brebières, dans le Pas-de-Calais. Ça, c'est une chose. Et en même temps, il y a aussi tout ce qui va être développement de logistique plus urbaine, donc plus près des centres-villes, où là, on va être à se retrouver là aussi sur des friches, et où on se rend compte que, eu égard aux besoins et au faible nombre de friches qu'il y a en zone urbaine, il ne va pas y avoir d'autre solution que de monter en hauteur. Cette nécessité de monter en hauteur va aussi répondre à des objectifs économiques, puisqu'on parlait tout à l'heure de la faisabilité économique. C'est vrai que c'est des fonciers ou des friches qui vont coûter excessivement cher. C'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas encore beaucoup faites, des entrepôts à plusieurs niveaux, plusieurs étages. Il faut qu'on explique. Il faut qu'on explique à nos clients comment ça fonctionne. Et que nos clients, qui sont souvent des clients internationaux, ils arrivent à exploiter ce genre de bâtiment dans d'autres pays du monde. On parlait en Asie, et notamment le bâtiment Goodman de 24 niveaux à Hong Kong. Il faut qu'on explique aux élus comment ça fonctionne.
et quel est l'intérêt de développer ce genre d'actifs. Et il faut aussi qu'on soit très moteur sur le côté développement durable, sur le côté innovation, sur le côté inclusion dans la ville de ce genre de produits qui sont très clairement des produits qui vont constituer une bonne partie de l'immobilier logistique de demain. Pas évident de convaincre des élus. Souvent, la logistique, enfin, souvent, quelquefois, la logistique n'a pas bonne presse dans certaines municipalités. Et si en plus, vous leur dites que vous allez faire des bâtiments grande hauteur, ça va être encore plus compliqué peut-être d'obtenir des autorisations. Toute une éducation qu'on doit faire, puisque si on explique qu'il y a de plus en plus de besoins logistiques, mais qu'on ne veut pas d'étalement urbain, qu'on ne veut pas de zéro artificialisation, qu'on veut en même temps des bâtiments avec beaucoup de développement durable, on va passer par cette verticalisation. Ou monter ou enterrer d'ailleurs, les deux sont possibles. Et moi je crois que c'est quelque chose qui est totalement possible aujourd'hui, dans un contexte où la logistique d'une façon générale, on sent que dans le débat public, ou même dans les journaux de 20 heures, on parle de la logistique, ce qui n'était pas le cas avant. Donc en parlant bien d'un côté, en disant que la logistique nous a sauvés pendant ce Covid, regardons-la différemment. Et en même temps, il y a effectivement des élus ou des citoyens qui s'interrogent sur l'immobilier logistique et sur ces quelques nuisances. Donc il y a un débat de fond en ce moment autour de ça. Et c'est justement le moment idéal pour convaincre et pour expliquer de façon plus précise ce qu'on fait et ce qu'on fait de bien et pourquoi c'est utile à la cité, aux citoyens et aux consommateurs. Je me permets d'intervenir. Je confirme absolument le propos de Benoît. Notre industrie d'immobilier logistique est, je crois, vraiment un tournant. Cette année le marque. Dans la gestion d'une forme de paradoxe, qui est un vrai challenge pour les années à venir. D'un côté, effectivement, tout le monde, les Français découvrent l'importance de notre industrie de la supply chain, l'industrie de l'immobilier logistique étant un des maillons de cette chaîne. Et les gens réalisent que notre business, non seulement représente à peu près 10% du PIB français, ce qui est énorme, mais que notre métier joue un rôle crucial dans la vie des gens, dans la société. Et en même temps, nos bâtiments, qui sont beaucoup plus visibles que d'autres, alors qu'ils ne représentent qu'à peu près 3% de l'immobilier sur notre territoire, donc ils sont très marginaux finalement, nos bâtiments, du fait qu'ils sont visibles, suscitent un petit peu d'inquiétude, de crainte, et donc on a du mal à convaincre les territoires, les élus de la pertinence et de l'importance de laisser l'immobilier logistique continuer à se développer. Je confirme en tant qu'administrateur de la FILOG, et on a eu un conseil d'administration cette semaine, notamment sur ce sujet, qu'on est extrêmement au niveau professionnel et soucieux de porter ce message. Et je peux vous confirmer qu'on va continuer dans ce sens dans l'année prochaine et dans les années à venir, porter ce message de l'importance de notre industrie de l'immobilier logistique au regard de toutes ces évolutions absolument cruciales qui sont en train de s'opérer. Pierre Philippot, vous y croyez, vous, aux entrepôts en hauteur? Alors, oui, absolument, notamment en proche périphérie des villes. On citait l'exemple de Gennevilliers. Logicor a le privilège d'être propriétaire d'un très beau parc logistique à Gare au Nord, au nord de Paris, près de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et on va aller dans ce sens, non pas de bâtiments de très grande hauteur, ne serait-ce que parce que la proximité de l'aéroport nous en empêche, mais on va redévelopper notamment un bâtiment qui est en double niveau, donc pour mieux exploiter, mieux servir nos clients en périphérie de l'Île-de-France sur des bâtiments à double niveau pour que le foncier soit le plus optimisé possible. Oui, bien sûr, ça paraît une tendance inéluctable qui intervient autour de Londres, autour de Rome, pas seulement en Asie. Et je ne vois pas pourquoi, notamment la région Île-de-France, ferait exception à cette règle. D'ailleurs, la tendance est en cours, c'est déjà engagé. Oui, c'est votre avis aussi, Grégory Blanc? Moi, je confirme tout à fait. Je confirme qu'il y a un intérêt très très fort également des investisseurs sur ce type de produit. Je pense que le fait que ce soit
un sujet d'avenir. Les investisseurs l'ont déjà bien perçu. Donc, nous, on voit que ça ne fait pas peur du tout aux investisseurs d'investir dans ce type de bâtiment. Il y a de l'appétit pour ce type de bâtiment. Et je voulais revenir sur la perception de ce type de bâtiment des élus locaux. Nous, ayant développé Gennevilliers, on a déjà été confrontés à ce problème-là. On a déjà présenté d'autres projets à étage dans des grandes métropoles. C'était avec Virtuo, je crois. Oui, c'est ça. Et on a toujours été très très bien reçus. Et bien au contraire, les élus sont très intéressés par le fait de limiter la consommation du foncier. Mais en fait, on développe des parcs à étage. Et ça intéresse beaucoup les élus locaux, parce que ça permet de ramener de l'activité, de l'emploi dans les grands bassins de population. Je pense qu'avec la crise sanitaire que l'on vit, les élus ont réalisé aussi l'importance de la logistique. Donc la logistique, ce n'est pas que des camions, mais c'est nécessaire à la ville. Et le fait de monter en étage, ça permet de répondre à la problématique de la disponibilité de foncier. Et nous, on est plutôt toujours bien reçus quand on présente un projet de 2 ou 3 étages. Est-ce que la contrepartie, c'est pas d'apporter des garanties en termes environnementaux, le photovoltaïque, la biodiversité? Ça passe par, bien entendu, avoir des bâtiments de plus en plus vertueux, oui. de plus en plus certifiés, et ça va au-delà des certifications maintenant. De tenir compte des populations avoisinantes également dans l'implantation du bâtiment. Mais justement, le fait de limiter la consommation du foncier, ça va dans ce sens du respect de l'environnement. Et on fait des bâtiments qui sont de plus en plus respectueux de cet environnement, justement. Ça correspond vraiment à une demande de vos clients, cette préoccupation environnementale? Oui, tout à fait, absolument. Je pense qu'aujourd'hui, on est passé presque à 90-100% de nouveaux bâtiments qui sont maintenant en certification. Oui. On évolue sur le BREEAM, mais également sur le BEPOS. Nous avons récemment fait un bâtiment dans le port de Marseille qui produit 8 fois plus d'énergie que le bâtiment va consommer. Et sur l'aspect écologique, on fait venir souvent des écologistes pour travailler justement, et ce n'est pas juste histoire de planter 3 arbres, mais vraiment de faire un très grand effort sur planter beaucoup d'arbres, avoir des ruches et travailler sur ces aspects-là, y compris l'aspect de création d'emplois. Oui, je pense que c'est essentiel aujourd'hui pour les différentes parties avec lesquelles nous discutons que d'intégrer des prestations développement durable extrêmement fortes. Quand je dis les différentes parties, c'est les élus, c'est nos clients, et c'est même les gens qui nous regardent, et même les citoyens. On peut légitimement se dire que les projets logistiques seront d'autant mieux perçus qu'ils seront exemplaires au niveau développement durable. Nous, chez Goodman, on a intégré ça dans une politique globale qui consiste à proposer des projets qui soient exemplaires et qui vont bien plus loin que la réglementation. Effectivement, je pense que le BREEAM, on est tous d'accord que c'est une bonne chose, mais on dépasse ça aujourd'hui. On va installer le plus possible de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, comme nous allons le faire sur nos opérations de Milly-Lamelot et de Moussil-le-Neuf. On va intégrer aussi de la compensation environnementale et de planter les arbres en fonction du nombre de mètres carrés de bâtiments construits. On va cibler aussi tout ce qui est énergie, une nouvelle énergie pour les camions et les véhicules qui viendront sur nos sites. Et le tout va être assemblé dans une idée de proposer et de construire des bâtiments bas carbone, voire zéro carbone. Aujourd'hui, je pense que c'est des points qui sont essentiels, notamment pour développer des plateformes logistiques à étage en ville. Oui, Christophe. Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Et de toute façon, pour développer des projets dans des marchés matures, il faut être exemplaire sur la qualité et l'intégration de ce projet dans l'environnement immédiat. Je voulais ajouter que notre culture aujourd'hui, c'est d'investir sur des bâtiments très durables déjà au sens des qualités des matériaux de construction. Donc c'est vrai qu'on est au-delà, on a des standards classiques. Le bâtiment est plus cher généralement qu'un bâtiment classique, mais aussi par un ensemble une panoplie complète d'initiatives environnementales
On a par exemple 2 bâtiments, un premier et un deuxième qu'on est en train d'acquérir avec la totalité des toitures en photovoltaïque. On réfléchit sur la réinjection de l'énergie aussi pour l'utilisateur actuellement sur un site. On réfléchit sur des sujets de géothermie, en tout cas avec du chaud et du froid, avec des températures stockées et inversées, avec des acteurs leaders. Il y a un certain nombre d'initiatives de toute façon, et c'est dans la tendance, parce que à la fin, c'est les projets qui vont pouvoir être développés. Donc ça, c'est pour convaincre la collectivité et les citoyens, et donc obtenir les autorisations de construire. Mais surtout, c'est nos clients qui sont demandeurs aujourd'hui. Les appels d'offres se gagnent pour les 3PL par d'ailleurs une démarche aussi et un volet environnemental. Donc le bâtiment doit être certifié, et ils doivent démontrer derrière aussi un côté vertueux. Donc de toute façon, la tendance est là. On ne peut pas lutter contre, et il faut le faire. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le fait de pouvoir demain faire des bâtiments peut-être à plusieurs étages. Pour y arriver, il faudra qu'on ait déjà démontré et faire accepter par l'opinion publique le fait que la logistique aujourd'hui, c'est des bâtiments vertueux. Et je pense qu'on travaille tous aujourd'hui sur cette communication et sur beaucoup d'initiatives qui sont faites sur nos immeubles. Et je pense qu'on est aussi là dans une démarche de changement qui devrait en tout cas être perçue dans quelques temps. Comment vous voyez ce marché évoluer? On a parlé un petit peu tout à l'heure du e-commerce. Ça a été vraiment, je pense, quelque chose d'important pour l'immobilier logistique. Ça a quand même fait avancer bouger les lignes en tous les cas. Est-ce que c'est quelque chose qui va se poursuivre? Est-ce que les distributeurs, les industriels, ça y est, ont fait leur révolution e-commerce et que maintenant le marché est mature? Ou est-ce qu'on va encore assister à des transformations justement sous l'impulsion de cet e-commerce? Je vous permets de prendre la main, Jean-Philippe? Oui, Pierre. Question. On parlait tout à l'heure de 2020 comme un moment clé, comme un moment accélérateur de tendance, la montée en puissance de l'e-commerce. On vient de parler des sujets environnementaux absolument cruciaux, et je crois que 2020, là aussi, accélère cette tendance autour de la neutralité carbone, de la sobriété foncière, de la biodiversité. Et il me semble qu'il y a une tendance forte qui est elle aussi en train de s'accélérer, et que tous les intervenants de la chaîne, que ce soit nos clients, les investisseurs, les promoteurs, ont bien cerné, et nous accélérons dans ce domaine pour servir nos clients. C'est celui de la montée en puissance de la logistique urbaine et périurbaine. Logicor est le premier propriétaire en Île-de-France avec plus d'1 million de mètres carrés, dont plus de 600 000 en logistique périurbaine. Nous ne sommes pas sur Paris Intramuros, mais en première et deuxième couronne. On note en 2020, moi c'est un des gros constats que je fais en me retournant sur les 12 mois qui viennent de s'écouler, on note une forte accélération de la demande de surface, parfois relativement modeste, mais surfaces qui permettent à nos clients, prestataires ou chargeurs de servir ce qu'on appelle communément le dernier kilomètre. C'est vrai, ce ne sont vraiment pas que des mots, c'est une vraie réalité. Non seulement la demande augmente, mais aussi les valeurs locatives, ce qui est complètement lié. C'est-à-dire que, pour être clair, voilà, on réussit à vendre nos mètres carrés à un meilleur prix aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans sur des biens immobiliers multi-clients en périphérie d'Île-de-France. Et ça, c'est un constat qui est peut-être d'ailleurs accéléré aussi par l'approche de grands événements en 2023-2024 qui créent de la restructuration immobilière en périphérie de Paris pour accueillir notamment les Jeux Olympiques de 2024. Oui, alors, donc après la création d'entrepôts XXL pour absorber justement la montée du e-commerce, on va maintenant vers des entrepôts plus proches des centres urbains. Absolument. Pierre évoquait les mutations que l'on connaît notamment cette année, l'apparition du click and collect chez les petits commerçants par exemple, qui sont eux aussi obligés de se réinventer actuellement, et ça génère des besoins de logistique derrière. Et donc, proche des consommateurs, il faut être capable d'aller livrer le consommateur et celui qui fait ses achats sur Internet. Et donc, on constate effectivement une demande croissante de surfaces proches, et voire même dans les villes. Ouais. Et donc, ça génère de nouveaux besoins.
Et on le constate tous les jours avec des recherches de tout type de surface dans les villes, très, très clairement actuellement. Oui, vous parlez de tendance. Je pense qu'une partie de ce qui va changer surtout, c'est ce qui se passe dans les bâtiments même. Oui. Et je pense qu'avec l'aspect automatisation, c'est là où je pense qu'il y a vraiment des grands changements et des tendances. Il y a une société qui vient à l'esprit, c'est Ocado en Angleterre, qui a donc créé donc une centre de robotisation avec 700 robots qui se déplacent sur des rails. Et c'est avec tellement de succès qu'ils ont maintenant une capitalisation boursière qui est le même que Marks & Spencer's. Je ne suis pas anglais. Mais leur système a été demandé par Kroger, donc une chaîne américaine, pour faire 20 de ces projets aux États-Unis. Donc pour moi, quand je regarde ça aussi, une partie de cette révolution, vous demandez quelle est la tendance, c'est surtout ce qui va se passer dans les bâtiments même, avec justement les robots, l'arrivée des robots. Et il y a d'autres exemples, bien sûr, avec par exemple Amazon qui rachète Kiva pour avoir donc l'idée d'avoir the goods to the man. Donc, Oui, à Bretigny, ils sont très tout à fait, voilà. Et donc, équipés, oui. on arrive sur aussi la façon de faire, en fait, qu'on stocke peut-être 2 fois plus sur le même bâtiment, avec les surfaces qui sont donc entassées avec des... Voilà. Je ne sais pas si à Metz, ils sont automatisés aussi. Pareil, ça sera le même bâtiment que Bretigny, avec un étage de plus. Oui. Et on parlait de bâtiment à étage, c'est un autre exemple de verticalisation. Bâtiment qui sera livré cet été. L'été 137 000 m², c'est ça 183 000 m². Ah oui, d'accord, avec l'autre étage. Voilà, et effectivement totalement automatisé. Dont on est assez fiers. Et c'est des bâtiments qui sont quand même pas évidents à sortir de terre, mais c'est le deuxième que Virtuo sort sur le territoire français. La logistique urbaine ou l'automatisation, Christophe? Je pense que les points importants ont été dits. Juste peut-être pour expliquer qu'aujourd'hui, la logistique urbaine, si on prend l'exemple de la France, elle était déjà anticipée il y a déjà un siècle. C'est-à-dire que les schémas directeurs pour desservir Paris étaient déjà pensés. Aujourd'hui, la pression, elle est surtout sur l'emplacement et donc sur les bâtiments actuels. Et donc, qu'est-ce que l'on fait de ces bâtiments actuels pour les reconfigurer et le mettre à niveau? Se pose le problème de verticalité avec une opération de rentabilité, se pose le problème aussi de l'automatisation. Et on voit aujourd'hui que c'est ces deux paramètres aujourd'hui qui guident aujourd'hui les demandes à la fois des investisseurs mais aussi des utilisateurs. Mais je pense que sur l'urban logistique, pour terminer sur ce point, si on prend l'exemple de Paris, le maillage existe déjà. Vous avez des parts d'activité PME-PMI qui d'ailleurs se dupliquent. Vous avez un tissu de bâtiments logistiques ou petites logistiques qui existe déjà. Et la concurrence, il y a un stock qui est aussi présent, avec une vacance qui est aussi présente, et la concurrence se fait entre les bâtiments qui sont aujourd'hui les plus adaptés et les plus au goût du jour des demandes de ces utilisateurs. Donc se pose le problème de la reconfiguration, des capex ou des travaux à remettre dans ces immeubles pour les maintenir. Mais l'emplacement de ces immeubles, par définition, les rend urbains logistiques. Pas simple quand même de reconfigurer le bâtiment. Enfin, c'est presque plus compliqué de reconfigurer que de faire un bâtiment neuf. Que raser et redémolir, tout à fait. Benoît. Oui, c'est assez intéressant parce que tout ce qu'on dit est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un développement du e-commerce et on en est encore qu'à ses débuts parce que le taux de pénétration en France, même s'il a augmenté ponctuellement pendant cette période de confinement, est encore assez bas. Et sur le e-commerce, 2 choses. Vous avez les pure players dont on a pu parler et qui ont besoin d'avoir une chaîne complète entre des bâtiments XXL, des bâtiments intermédiaires et des bâtiments du dernier kilomètre. Nous, on vient de livrer un bâtiment du dernier kilomètre de 9000 m² pour un pure player e-commerce à côté de Lens. Et on a aussi des entreprises plus générales qui ne sont pas des pure players, notamment sur la grande distribution, ou des retailers qui ont une partie d'activité e-commerce et une partie d'activité, on va dire, retail, qui mixent bien souvent ces 2 activités dans les mêmes entrepôts, qui ont aussi des besoins de livraison. Alors, ou ça peut être la livraison chez le particulier, ou ça peut être la livraison dans le magasin. Enfin, il peut y avoir un petit mélange de tout ça. Et là aussi, il y a un besoin pour ces entreprises-là de logistique du dernier kilomètre. Donc, qui n'est pas forcément la même que pour le pure player e-commerce. Et ces besoins vont crescendo, que ce soit sur le bâtiment XXL ou le bâtiment du dernier kilomètre. Et l'idée est de pouvoir proposer toutes ces solutions-là. Nous, on se positionne sur des opérations de logistique urbaine
et de redéveloppement. Mais par rapport à ce qu'on dit, effectivement, comme Christophe, il y a un maillage qui existe. Il existait déjà des entrepôts il y a un siècle à Paris, des parcs d'activités près de Paris. Deux choses par rapport à ça. Je pense que malgré tout, il n'y a pas encore un standard, et je ne sais pas si on y arrivera, un standard de logistique urbaine ou de logistique périurbaine près des grandes agglomérations, d'une part. Là, on parle de Paris, où effectivement, tout ce temps que nous sommes, on s'intéresse à ce marché-là, qui est le plus gros marché français, parce que c'est là qu'il y a le plus gros bassin de consommation. Et il y a beaucoup de choses à y faire sur Paris. Mais également, n'oublions pas que même si c'est moins vrai pour l'instant, ça va être le cas aussi dans d'autres agglomérations françaises. Ouais. Gary avait lancé ce concept d'hôtel logistique urbain pour associer à la fois des activités de commerce, des activités tertiaires et de la logistique. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il n'y a pas eu énormément de projets. Il y a eu celui de la Porte de la Chapelle. Ça viendra obligatoirement. Oui. Pour les raisons qu'on a tous évoquées, la pression sur le foncier et l'intégration dans les villes de l'ensemble des acteurs qui font l'économie. Donc la logistique en fait partie. C'est une bonne façon de rentabiliser le foncier, ça. Tout à fait, mais surtout pour produire le service. Parce qu'une cité sans logistique, c'est une cité qui n'existe pas. Donc la logistique devra être pensée aujourd'hui, y compris par les considérations environnementales des grandes métropoles. Le schéma directeur de la logistique doit être repensé. Et donc les hôtels logistiques, les hôtels mixtes, ou en tout cas les programmes qui permettent d'avoir du mix, du commerce, des bureaux, du résidentiel et aussi de la logistique, seront, à mon avis, le futur des projets de développement. C'est évident. Et on voit d'ailleurs quelques initiatives d'acteurs qui ne sont pas forcément autour de la table qui confirment cela actuellement. Je vois que Pierre acquiesce. Oui, je trouve le débat extrêmement intéressant et je rebondis sur le propos de John et le mouvement stratégique majeur à l'intérieur de nos entrepôts, au-delà de l'immobilier en lui-même, même si ce qui se passe à l'intérieur d'un entrepôt, ça concerne totalement tous les acteurs que nous sommes de l'immobilier, de logistique et de transport. Je voudrais dire qu'en effet, une grande tendance évidemment en ce moment, c'est que la logistique s'industrialise. On parle beaucoup de robots, de mécanisation, mais une idée importante à porter ce matin est de dire que tout cela ne se fait absolument pas au détriment de l'emploi. J'insiste et j'espère que des acteurs et aussi élus locaux nous écoutent ce matin. Il n'y a jamais eu autant d'emplois créés dans nos entrepôts, dans nos sites de transport en 2020, et c'est à souligner. Non seulement c'est de l'emploi riche, diversifié, c'est aussi de l'emploi non délocalisable, et enfin, c'est de l'emploi sur tout le territoire. Parce que l'engagement que prennent les e-commerçants de livrer le plus vite possible, quels que soient ces e-commerçants, tous les Français aujourd'hui ont envie d'en bénéficier. Et donc, on assiste à un maillage de l'immobilier logistique et de la supply chain, de la livraison, peut-être pas du dernier kilomètre, mais des 10 ou des 100 derniers kilomètres sur l'ensemble du territoire. Donc, je trouve que là, on est dans un cercle extrêmement vertueux qui est bon pour l'économie, qui est bon pour l'emploi. Et il faut insister sur le fait que de l'automatisation, de la mécanisation ne va pas à l'encontre de l'emploi en France. Et c'est absolument fondamental de le rappeler, me semble-t-il. Oui, c'était bien de le préciser, effectivement. C'est extrêmement vrai. Benoît. C'est extrêmement vrai. Tous les gros projets, notamment e-commerce, qui sont très, très, très automatisés dès leur conception, sont en même temps pourvoyeurs d'un nombre d'emplois pharaoniques. Donc on arrive à avoir des nombres de salariés sur un site qui aujourd'hui est incroyable. C'est-à-dire que... À telle enseigne qu'un des principaux sujets qu'on a à gérer aujourd'hui, en plus du bâtiment, c'est le sujet des parkings. Parce qu'on a tellement de salariés, c'est pas Grégory qui me contredira sur ce point concernant le projet de Bretigny, mais tous les projets un peu qu'on redéveloppe ou qu'on crée, on doit gérer une problématique de parking, pas des poids lourds, des parkings VL. Pour le personnel, absolument. Pour le salarié. Et d'ailleurs, un des enjeux d'implantation, on parlait de la rareté du foncier. L'enjeu d'implantation maintenant de beaucoup de ces plateformes, c'est la disponibilité de main-d'œuvre. C'est que le choix d'implantation se fait aussi en fonction du bassin d'emploi. Et comme s'est remarqué Pierre, ça a beau être très automatisé, c'est des bâtiments qui font appel à beaucoup de main-d'œuvre. Et donc le choix d'implantation est primordial sur la disponibilité de la main-d'œuvre.
Donc on ne détruit pas d'emplois avec ces projets, bien au contraire. Tout à fait. Christophe et John, on sait ensuite. Je partage tout à fait ce qui a été dit. Et pour les territoires, c'est vrai que c'est une chance pour la France aujourd'hui de voir qu'il y a un maillage. On bénéficie d'une des meilleures infrastructures européennes en termes de routes. Mais ce maillage aujourd'hui logistique, il est aussi amplifié et développé dans les régions. Donc on sort des marchés classiques, Lille, Paris, Lyon, Marseille, pour justement cette couverture de services au niveau du e-commerce. Et c'est vrai qu'il y a probablement des villes qui ont un bassin d'emploi important, qui vont aujourd'hui être dopées en termes d'activité par justement l'implantation de ces bases logistiques de différents formats. Et on travaille sur un projet par exemple à Laon, où on est en train de vivre exactement ce même sujet. On est à 130 km de Paris et on est en train de développer justement une dynamique avec des utilisateurs qui sont aujourd'hui moteurs de notre projet. Donc on a été aussi surpris de voir que cette demande aujourd'hui de la logistique et du maillage territorial se fait aussi sur des agglomérations qui n'avaient pas forcément un attrait il y a quelques années. John ? Oui, je voulais juste rebondir rapidement sur ce que disait Pierre. C'est intéressant parce qu'en fait, nous, ce qu'on constate, c'est souvent la première question que se posent beaucoup de nos clients, c'est le bassin d'emploi. Et leur choix de l'emplacement, c'est vraiment plutôt décidé par ça. Le deuxième point que je voulais juste dire, c'est si on reprend les économistes avec 150 ans de recul, la technologie n'a pas créé plus de manque d'emploi. Donc, sur 150 ans de données sur la technologie, en fait, on reste sur un chiffre d'emploi qui est plutôt stable, juste pour rassurer tout le monde. Ce qui me frappe dans ce débat, c'est que on l'aurait fait il y a 2-3 ans encore. On parlait des plateformes XXL. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec le e-commerce, on se rapproche des villes et que la préoccupation, c'est vraiment la distribution du maillage urbain. Je me trompe ou... En fait, il faut être capable d'aller livrer ce fameux colis. Sur le dernier kilomètre. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus faire de grosses plateformes, qu'on va vraiment se concentrer maintenant sur la périphérie des villes ou... En fait, je pense que la logistique, c'est les deux. Il faut stocker ses produits, il faut les traiter, il faut gérer les commandes, et puis après, il faut aller livrer ce produit. Alors, pour le e-commerce, directement chez le consommateur, donc à son domicile. Et donc, la chaîne logistique s'organise avec des bâtiments de différentes tailles pour pouvoir répondre à cette demande. Ça, c'est pour le e-commerce. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la logistique, ce n'est pas que le e-commerce. C'est aussi livrer des clients qui ont des besoins et qui achètent à la palette. Il n'y a pas que du colis dans la logistique, mais la logistique s'adapte au mode de consommation. Le e-commerce est un mode de consommation qui a beaucoup évolué. Cette année, je pense, ça s'est accéléré. Et donc la logistique, elle répond à ce besoin-là. Et elle s'adapte avec des bâtiments de plus petite taille pour être capable de s'approcher du consommateur final. La logistique innove énormément. Aujourd'hui, quand on parle de logistique, c'est du commerce. La logistique fait partie du commerce. On voit que le canal de distribution, la manière de distribuer les clients, ça passe par la logistique. On voit qu'aujourd'hui, elle est au cœur de ce sujet. Il y a beaucoup d'innovations par de la data, par de la blockchain, qui sont complètement intégrées aujourd'hui par des industriels ou des retailers. Et on voit que les barycentres logistiques sont complètement bouleversés par ce phénomène de e-commerce et de commerce physique, et aussi par l'anticipation de commandes. Et donc, c'est assez impressionnant de voir que cette innovation aujourd'hui est en train de changer un petit peu les modèles. On parlait d'un maillage territorial un peu plus dense, mieux avec des destinations qui n'étaient peut-être pas forcément évidentes il y a quelques années. Et on voit que la technologie intégrée dans les entrepôts aujourd'hui permet aux utilisateurs, aux clients, soit de gagner des parts de marché ou des contrats importants pour les 3PL avec le côté vertueux en gros, on optimise les mètres carrés mieux qu'auparavant et on dessert plus facilement en minimisant les coûts de transport. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment cette tendance qui a lieu sur des formats qui sont de massification. Et donc on parle d'entrepôts XXL. Et je pense que les entrepôts XXL ont encore un bel avenir devant nous parce qu'il y a besoin de massifier. Et on est peut-être sur des projets plus d'automatisation et de rationalisation. Et ensuite, des entrepôts d'éclatement selon les stratégies de chacun des acteurs, mais plus proches des bassins de consommation. Et on voit bien que ces deux tendances aujourd'hui sont actuellement en croissance très forte. Et quand on demande à nos clients comment est-ce qu'ils voient les choses, ils nous répondent la même chose. Massification et last mile. Voilà. Oui, nous en ce moment on a plusieurs opérations de construction en cours et on va de 9000 m², donc bâtiment qui a été livré récemment à côté de Lens,
jusqu'à 70 000 m². Donc en fait, je pense que il n'y a pas à arbitrer entre l'un et l'autre. Oui, Les deux vont se poursuivre. Il y a toute une chaîne logistique qui, encore une fois, comme disait Pierre, c'est une partie de la supply chain, mais qui est une partie importante. Et on va devoir répondre, et on répond à l'ensemble des différentes étapes de la chaîne logistique. Et l'un n'ira pas sans l'autre, et l'autre n'ira pas sans l'un. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais juste faire un petit focus sur GSE. Qui vient de remporter le Grand Prix du CIMI dans la catégorie bâtiment logistique. Alors, le CIMI n'a pas eu lieu en présentiel, mais les prix se sont déroulés. Et je voulais faire ce focus parce qu'il s'agit d'un bâtiment très, très spécial qui est dédié à la logistique des œuvres d'art. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet très particulier? Donc, on est ravis d'avoir reçu ce lauréat. En fait, c'est un bâtiment qui est tout petit peu atypique, effectivement, puisque je pense que le stockage des œuvres d'art, c'était toujours apparemment un challenge pour le Louvre et les autres musées. Ce bâtiment, en fait, il avait des contraintes techniques très spécifiques par rapport à la qualité de l'air qu'il fallait être. Donc, on était plutôt dans du hypoxie, donc enlever de l'air pour justement faire en sorte que les œuvres d'art puissent être sur une durée de vie longue. Donc il y avait certains challenges et contraintes techniques du bâtiment qui devaient répondre justement à ce phénomène de stockage et traitement d'air assez spécifique. Et donc c'est un logisticien, c'est en l'occurrence Chenu, je crois, qui appartient au groupe Horus Finance, donc qui vous a mandaté pour réaliser ce bâtiment clé en main, c'est ça? Absolument. Donc c'était un travail de longue haleine avec les équipes sur justement comment adresser ces sujets assez techniques et spécifiques. Ouais. Très bien, enfin bravo en tout cas à GSE pour cette victoire. On arrive à la fin de ce débat. Je me tourne vers la régie pour savoir si nous avons des questions. J'imagine que nous en avons de nombreuses. Hervé, est-ce que tu peux nous les dire ? Oui, en effet. Alors, première question, quelles tendances politiques impacteront le marché à horizon 2025 et comment s'y préparent les acteurs immobiliers? Qui souhaite répondre? C'est une question ouverte qui concerne tout le monde. Allez, je me lance. Elle est ouverte. Plus de considérations environnementales, donc des difficultés à développer des nouveaux projets et probablement un pari sur la reconversion des friches industrielles parce qu'il y a un vrai sujet actuellement, il y a un vrai débat sur ça. Okay, très bien. Pierre? Là, je vais prendre ma double casquette de Logicor, mais aussi affiliologue, pour souligner que tout en étant très optimiste sur l'avenir de notre métier, on est aussi un petit peu préoccupé par cette petite musique qu'on entend de la part de certaines formations politiques qui utilisent l'immobilier logistique comme une espèce de cheval de bataille pour porter des débats qui ne nous paraissent pas avoir lieu d'être ou qui ne nous paraissent pas être aussi pertinents que ces politiques le pensent. Et donc, moi, j'invite Jean-Philippe peut-être faire le lien, créer du lien entre les industriels de l'immobilier logistique que nous sommes autour de cette table et un certain nombre d'élus de toute tendance politique pour mieux leur expliquer les enjeux de notre métier, l'importance de notre métier, sa place dans l'économie et faire que les politiques nous comprennent mieux, nous connaissent mieux et nous aident parce que je crois que c'est vraiment absolument essentiel. Vous savez, Pierre, on a lancé une émission qui s'appelle Le Monde à Lambert avec le député François-Michel Lambert qui vise justement à rapprocher le monde de la politique et du monde de la logistique. Mais je crois que c'est un travail de longue haleine et pour sensibiliser à la fois les élus et les dirigeants nationaux, c'est un peu compliqué. Mais on y arrivera. On y arrivera. D'autres questions, Hervé? Oui. Par rapport au door-to-door supply chain, comment voyez-vous le multimodal rail-route au vu des nouvelles dispositions climat de l'Union européenne 2027? Wow. Précis, hein? Qui s'inspire? Moi, on sait les difficultés qu'il y a à faire fonctionner le rail et la route en même temps, d'un point de vue logistique et d'un point de vue raccordement d'un embranchement ferré à un entrepôt.
C'est pas tant les infrastructures sur les parcs logistiques qui sont gênantes, mais la rupture de charge occasionnée, les difficultés de transport avec le fret. C'est une difficulté récurrente depuis des années et des années. Le fait qu'il y ait une volonté politique de redévelopper ça, c'est une très bonne chose. Malgré cette bonne volonté, je ne crois pas qu'à court terme, on puisse récupérer en fait, le déficit qu'on a eu sur ce secteur depuis des années. Je miserais beaucoup plus sur le fonctionnement des entrepôts avec le fluvial. Et le transport fluvial ou longue distance, que ce soit d'un port maritime vers un hinterland, ou alors même sur des courtes distances, par exemple les ports autour de Paris pour livrer Paris. Donc, le canal Seine-Nord, par exemple, ça peut créer des nouveaux besoins. Le canal Seine-Nord peut apporter des réponses à des exploitants utilisateurs. Il faudra voir comment tout ça fonctionne et que ça permette à la fois un développement du maritime français et pas à nouveau un développement du maritime belge ou hollandais, et un fonctionnement e-douane sur tout ce nouveau réseau qui sera installé. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça ne sert à rien d'embrancher des entrepôts si ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, exactement. Ça va servir. L'histoire démontrera que de toute façon, les alternatives en termes de transport sur ce type de logistique fonctionneront. Mais c'est vrai que je rejoins l'analyse de Benoît sur le rail. C'est compliqué aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un monopole et que les acteurs aujourd'hui, on n'est pas à l'heure. C'est compliqué pour gagner des parts de marché par ce biais de transport. En revanche, le fluvial, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont déjà lancées. Il y a beaucoup d'acteurs qui, aujourd'hui, essaient de se positionner pour imaginer une manière différente d'aller à un point A vers un point B ou de sortir du point B vers du point A, parce que ça marche dans les deux sens. Et la clé aujourd'hui, c'est d'avoir des bateaux remplis à l'aller comme au retour. Et certains s'y attellent. Le projet de Rouen que l'on développe aujourd'hui, on est vraiment dans ce sujet-là. Base arrière de Paris, entre Le Havre et Paris. Est-ce qu'on fait du flux sortant, du flux entrant? Et on travaille avec des acteurs aujourd'hui sur des schémas. Voilà. Merci. D'autres questions, Hervé? Oui, nous avons de nombreuses questions. Une question pratique. Quelle est la surface minimum pour automatiser? C'est une bonne question. Moi, je peux essayer d'apporter une réponse. C'est que je ne sais pas s'il y a une surface minimale, mais sur des bâtiments de messagerie de l'ordre de 5-6 000 m² ou 10 000 m², on voit du process dans ces bâtiments d'automatisation. Donc je pense qu'à des surfaces de ce type-là, il n'y a pas besoin de faire 183 000 m² pour automatiser un entrepôt. Mais sur des surfaces de 7-8 000 m², on peut automatiser le bâtiment. Oui, je pense que je suis complètement d'accord. Et l'autre dimension qui va changer ça, c'est aussi les robots indépendants qui, après, il n'y a plus de surface parce qu'elles vont être programmables. Donc, il y a déjà un robot qu'ils appellent Fetch qui peut faire donc plusieurs tâches qui se déplacent. Donc, ça aussi, c'est pas une question de taille. Et puis il y a des automatisations aussi très, très compactes maintenant qui permettent de servir aussi, de créer des black stores à proximité des lieux de distribution. Hervé? Alors, comment, en tant que politique, savoir que l'on peut développer une zone dédiée à la logistique et qu'on arrivera à attirer des investisseurs? Faut nous contacter et puis on vous fera l'étude. Non, mais les fondamentaux de l'immobilier logistique restent globalement inchangés depuis des années et des années. C'est-à-dire que globalement, il faut avoir des fonciers qui soient accessibles depuis une autoroute, même si ce n'est pas le critère numéro 1, qu'il y ait un bassin de consommation et un bassin de main-d'œuvre qui soit important, et avec une vraie volonté politique de développement. Et voilà, c'est les fondamentaux simplissimes, on va dire, dans une première approche, qui permettent de savoir si une zone peut être envisagée pour du développement d'immobilier logistique. Oui. Alors, je dois dire que les brokers ne sont pas autour de la table là, mais il y en a beaucoup qui sont connectés. Certains souhaitaient participer, malheureusement, le studio et la distanciation sociale nous empêchait d'inviter tout le monde, mais en tous les cas, ils sont très très présents aujourd'hui ils sont très connectés.
Et donc certains, certainement, on pose des questions. Je pense notamment à Didier Terrier qui souhaitait participer et qui, je pense, a dû poser des questions. Hervé, d'autres questions? Alors, une dernière question. Vous disiez que la France était un marché spécifique pour l'immobilier logistique, mais par rapport à quels autres marchés est-ce que vous pouvez préciser? Alors, je peux Je peut-être peux répondre puisque avoir un petit disons pas. élément de réponse sur ce point avec le regard européen de Logicor. Et je passerai bien volontiers la parole à John ou à Christophe ensuite. Mais on sait que la France a des atouts très, très remarquables par rapport à d'autres pays, ne serait-ce que de par son barycentre parfait au niveau européen d'une part, et de façon très synthétique, ses infrastructures de transport, tout type de transport, peut-être un peu moins sur le fluvial, on en parlait à l'instant, il y a beaucoup de travail à faire par rapport à l'Europe du Nord, mais on a des infrastructures remarquables qui nous donnent des atouts pour développer des plateformes européennes et pas seulement françaises dans le métier de la supply chain et avec l'immobilier associé. Tout à fait. Alors, effectivement, les infrastructures, on l'a rappelé, sont exceptionnelles en France par rapport à d'autres pays. On a un pays avec quand même 2 ports très importants, Le Havre et Marseille. La particularité de la France aussi, c'est que la consommation, elle est surtout interne. Donc, on a une obligation de moyens de distribuer la totalité du pays, contrairement à d'autres marchés qui font beaucoup d'exports. Donc, la France a cette particularité aujourd'hui. On voit que lorsque ça reprend très vite en termes d'économie, c'est lent. Mais lorsque ça se casse la figure, c'est lent aussi, parce qu'on a quand même de la consommation qui existe. Et ça, je pense que ça peut bénéficier à la logistique. Et ça permet de balancer toutes les complexités administratives qui sont liées au développement du projet, à la rareté du foncier. Et je pense qu'il faut retenir que par rapport à d'autres pays européens, la France est un marché ultra résilient. Et ça, je crois que l'histoire l'a montré. Et la logistique aujourd'hui étant en plein boom, la France peut-être se démarque par rapport à d'autres pays européens sur ces fondamentaux qui ont été évoqués. Voilà. Oui, je pense que nous, ce qu'on voit également, l'Allemagne qui est un marché qui était très très fort, mais il faut se dire 40% de leur PIB est orienté vers l'export. Ils ont été autour de 6 millions de mètres carrés de construction sur les 5-6 dernières années. En France, on est plutôt vers du 3 millions, mais je pense qu'il y a du chemin. Et on voit aussi un décalage des investisseurs chinois qui étaient très forts sur l'Allemagne, qui ont maintenant, je pense, dépensé une partie de leurs investissements, et qu'on voit maintenant un mouvement peut-être des Coréens et d'autres investisseurs nord-américains qui regardent la France avec un grand appétit. Et on a monté versus l'Angleterre et l'Allemagne, et la France a quand même pris des parts dans le portfolio des investisseurs. Merci, en régie. On n'a plus de questions. Peut-être une dernière? Alors, une toute dernière. Est-ce que vous attendez une forme de rattrapage par rapport à 2020 en 2021? Alors, l'année, on l'a dit, l'année 2020 a été une bonne année, mais ça si on la compare à l'année précédente, qui était une année exceptionnelle, enfin, les années précédentes d'ailleurs, qui ont été des très très bonnes années pour l'immobilier logistique, il y a quand même un léger recul. Est-ce que ce recul va être rattrapé en 2021? Bah écoutez, c'est une bonne question. Je prétends pas avoir la vérité sur ce sujet-là, mais on sent qu'il y a quand même une dynamique actuellement, et notamment des prises de commandes sur des nouveaux projets qui se livreront que l'année prochaine. Donc moi, je suis assez positif sur le marché de 2021, notamment par ces prises à bail et ces signatures de nouveaux projets que l'on enregistre actuellement, et pour des projets qui se livreront que l'année prochaine. L'activité de colis, j'en parlais tout à l'heure, nous on voit une grosse demande sur cette activité colis. Je sais que beaucoup des sociétés spécialisées dans la distribution de colis se posent la question de savoir est-ce que le volume qu'ils connaissent aujourd'hui va se maintenir ou retrouver un niveau un peu plus faible, mais qu'ils estiment quand même sera supérieur à ce qu'il était avant la crise. Donc ça nous laisse penser qu'il y aura encore quand même un volume important l'année prochaine, et nous on espère bien effectivement une année encore meilleure que cette année. Oui. Benoît. Je Je suis assez d'accord, parce que
il y a effectivement une demande qui est très forte, qui a été un petit peu frustrée, on va dire, par le fait que pendant le premier confinement, les administrations ont fait un break dans leur instruction des dossiers, donc ça a créé un petit peu de retard. Et puis, les entreprises ont mis un petit peu de temps à s'adapter, à savoir comprendre ce qui se passait. Donc, on va dire que les chiffres qu'on a cette année sont sur 9-10 mois et pas sur 12 mois. Donc, je pense qu'il va y avoir un phénomène de rattrapage, même si, encore une fois, l'année est moins bonne que l'an dernier, mais l'an dernier était une année exceptionnelle. Donc, on est quand même sur des bons chiffres. Mais je pense qu'il y aura une amélioration l'an prochain, et eu égard au pipeline actuel et les demandes et les discussions que nous avons avec nos clients, tous ces signaux me laissent à penser qu'effectivement 2021 présentera des chiffres meilleurs que 2020. C'est votre sentiment, Christophe ? Nous aussi, on a effectivement des très bons indicateurs. On va rester quand même prudent sur les prises de décision, parce qu'on voit bien que c'est au moment de la signature que la main peut trembler. Et le contexte aujourd'hui, la rapidité à laquelle on pourra reprendre une activité normale, probablement aura un impact sur ces décisions ou sur le décalage. Donc, je vois plutôt un phénomène de décalage qui peut éventuellement se positionner. Très lié à la situation sanitaire. Tout à fait, mais aujourd'hui, une tendance qui est quand même très très positive. Pierre ? Rien de particulier à ajouter, simplement dire que tout cela et notre optimisme partagé est bien entendu conditionné à la situation sanitaire de l'année prochaine. On a tous beaucoup d'espoir dans le fait qu'elle s'améliore grâce au déploiement des vaccins. Malheureusement, on ne sait pas exactement dans combien de temps cela aura un effet concret, et donc voilà, moi je suis relativement prudent. J'ai un autre sujet de préoccupation en ce qui me concerne pour 2021, c'est le risque de défaillance accrue d'un certain nombre de nos clients qui ont été très aidés en 2020, et tant mieux. Est-ce qu'ils le seront autant? Est-ce qu'ils vont réussir à passer 2021 avec la même force, la même énergie dont ils ont fait preuve, grâce aussi au soutien du gouvernement? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Tout comme Christophe, je partage cet avis. Restons prudents néanmoins, tout en se montrant optimistes. On a la chance d'être dans un secteur d'activité qui est porteur, qui avance, qui progresse malgré les difficultés de la crise actuelle. C'est juste remarquable. Gardons une bonne dose de lucidité au milieu de tout cela. Merci, John. Moi, je dirais pareil avec ce qu'on dit, un cautious optimism, donc une optimisation, soyons prudents en même temps, mais un peu optimistes. Effectivement, les chiffres d'investissement de 3 milliards sont quand même plus élevés, à ce jour-ci, sur les 9 mois. Et normalement, les forecasts disent qu'on sera vers du 5 milliards. Donc, en fait, ce serait toujours plus élevé que la moyenne sur les 10 dernières années. Donc, on est quand même sur un modèle qui est assez stable. Pour moi, la question, c'est surtout pour les PME, comment ils vont s'en sortir, parce que c'est là où on a vraiment eu et on a vraiment vu la demande qui a évaporé très très vite. Elle a généralement tendance à revenir très très vite, et c'est celle qui est l'indicateur. Et donc tout, je pense, porte sur l'histoire du vaccin, et donc bien sûr aussi le ressenti du marché. Donc voilà, donc ça c'est notre position. Merci pour cette note d'optimisme, même si elle est prudente. Merci d'être venu sur le plateau de Supply Chain Village pour ce débat qui était très intéressant. En tout cas, on a appris plein de choses. J'espère qu'on en a fait profiter également tous les gens qui nous ont regardés. Merci à vous pour votre attention et votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous donc cet après-midi pour une nouvelle émission en direct. Cette fois-ci avec Diagma, il sera question de parler de la gestion des actifs via l'Internet des objets. Donc soyez nombreux également cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.